Bonjour à tous et direction les jeux. Je suis ravi de vous retrouver pour le cinquième numéro de ce podcast qui nous mènera tout droit vers Paris 2024. Aujourd'hui, un programme immense nous attend puisque nous évoquerons le basket, la gymnastique artistique, la boxe et le beach volley. Et qui dit gros programme dit grosse équipe. Nous retrouvons donc Sébastien Jante, la Bible humaine, comme chaque semaine ou presque. Salut Seb. Salut Victor, bonsoir à tous. Et on a le plaisir d'accueillir un nouveau renfort et non des moindres, Arlette Eyum. Salut Arlette. Bonsoir, bonsoir à tous. Sans plus attendre donc, rentrons dans le vif du sujet et évoquons le basketball. L'équipe de France masculine s'avance avec la volonté d'effacer une bonne fois pour toutes les traces du fiasco de la dernière Coupe du Monde achevée à la 18e place. C'était en fin d'été dernier. Elle comptera pour cela sur ses meilleurs joueurs de NBA, à commencer par Nicolas Batum, Rudy Gobert et puis surtout Victor Wembanyama, qui après avoir fait ses débuts en équipe de France en 2022 et fait l'impasse sur la Coupe du Monde, disputera sa première compétition internationale avec les Bleus. La première question que je voulais vous poser par rapport à Victor Wembanyama, elle est liée à son intégration dans le collectif. Je voulais savoir ce que vous en pensez. Est-ce qu'il va y avoir besoin d'une intégration, d'une adaptation, pardon, conséquente, ou est-ce que ça va se faire plutôt naturellement? Non, il n'y aura pas besoin d'une énorme adaptation, je pense, pour lui. Le principal sera qu'il soit aligné correctement sur les matchs de préparation pour, regoûter aux règles du basket, FIBA, le basket international, qui a quand même une petite différence avec les règles NBA, à laquelle il s'est habitué pendant toute l'année. Donc, je pense que ce sera ça le plus gros du travail qui pourra être fait en amont sur les matchs de préparation. La grosse question, c'est de savoir dans quel rôle il sera utilisé, bien évidemment, mais en termes d'intégration dans le groupe, il a déjà fait partie du groupe sur certains matchs de qualification pour la Coupe du Monde, notamment. Donc, il a déjà goûté au maillot, il n'y aura pas vraiment de problème là-dessus, selon moi. Tu as évoqué les matchs de préparation. De mémoire, il y a la Turquie le 3 juillet, et puis ensuite il y a un match en Allemagne contre l'Allemagne qui est championne du monde. Et tu parlais aussi de l'adaptation nécessaire pour passer de la NBA aux règles FIBA. Pour Wembanyama, je pense que ça ne devrait pas trop poser de problème puisqu'il a été formé en France. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur les différences concrètement entre ces deux baskets-là? Bon, c'est beaucoup de différences, plus philosophiques. Il y a des différences de règles, bien évidemment, notamment, la durée des cartons qui est de 10 minutes au lieu de 12 en NBA. Certaines règles plus spécifiques comme le fait d'avoir le droit de nettoyer le cercle, sur des shoots en termes de basket FIBA, ce qui n'est pas le cas en NBA, par exemple. Mais c'est aussi, c'est plus une histoire de lenteur de rythme, notamment. Le basket international se joue souvent sur un rythme plus lent qu'en NBA où l'attaque est privilégiée. La défense a une énorme importance, ce qui est une bonne chose pour Wembanyama parce que qu'il a fini deuxième meilleur défenseur de la saison en NBA. Donc c'est plus philosophique et une question d'approche du match, quoi, on va dire. Les règles, il les connaît, comme tu dis, il a joué en France, donc forcément, il connaît ces règles-là, mais c'est plutôt une histoire de se remettre dans le bain, après avoir passé toute une saison à découvrir le jeu NBA et à se familiariser vraiment avec le rythme NBA, pour retomber sur un rythme plus lent, un basket plus posé, plus joué sur demi-terrain. C'est vraiment ça, je pense, une des grosses différences. Merci Seb. Tu as évoqué justement la défense. On va y revenir, mais je voulais rapidement revenir aussi sur l'adaptation justement de Wembanyama en NBA. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ses débuts ils sont totalement réussis. Sa saison, elle a été très solide, donc je crois que tu l'as dit, mais il a été, ou je sais plus, il a été Rookie of the Year. Il n'a pas véritablement connu de Rookie Wall. Il a signé une performance XXL à 40 points, 20 rebonds face aux Knicks, un triple-double à 10 blocs. Enfin, on se rend peut-être pas compte, mais c'est sensationnel face aux Raptors. Il a bouclé sa saison à 21 points de moyenne. Bref, les superlatifs ne manquent pas. Et donc, pour en revenir à la défense, euh, je voulais signifier le fait que, étant donné qu'il joue aux Spurs, ses performances, il les a réalisées dans une équipe qui est assez limitée à bien des égards, puisque San Antonio a totalisé seulement 22 victoires et a terminé avant-dernier de la conférence Ouest. Là, en équipe de France, il va être associé à Rudy Gobert, qui lui est Defensive Player of the Year pour la quatrième fois. Est-ce que Arlette, Seb, vous voyez à Paris une meilleure raquette, une meilleure défense que la défense des Bleus?
parmi toutes les équipes engagées? C'est un Pour moi, c'est un peu plus complexe que ça. La raquette en elle-même, bien sûr, est impressionnante parce qu'elle est constituée des 2 meilleurs défenseurs NBA, mais comme tu l'as dit, Victor Wembanyama a réalisé des performances de très haut niveau, de très haute qualité dans une équipe, qui défensivement était à la rue. Parce que c'est ce que sont les Spurs actuellement, sont en phase de reconstruction. Victor Wembanyama en est la pièce principale, mais le but du même si, Victor Wembanyama sera forcément fort en défense, je pense, sur ces jeux olympiques, ça ne suffira pas, le vrai enjeu, on parlait d'enjeu tout à l'heure, le vrai enjeu est certainement de réussir à faire progresser la défense, en même temps que lui, fait ce qu'il sait faire en termes de défense sur l'homme, en termes de contre, en termes de défense du périmètre, en termes de défense du panier, sera de faire progresser le reste de l'équipe pour avoir une vraie défense groupée collective, parce que si on attend que Wembanyama fasse tout seul et défende tout le monde tout seul, on va dans le mur, d'une certaine façon. D'où l'importance, tu le disais tout à l'heure, des matchs de préparation. Si on se focalise non plus sur, un seul homme, Victor Wembanyama, mais sur le tournoi dans sa globalité, le premier tour devrait être plutôt accessible, en tout cas plus que le groupe A. Le groupe A, c'est le Canada, l'Australie et les vainqueurs, des TQO en Espagne, donc probablement l'Espagne et en Grèce, donc la Grèce ou la Slovénie. Là, on a vraiment un groupe qui est qui fait peur, mais malgré ça, il faudra faire attention parce que la France, elle va être opposée à l'Allemagne qui est championne du monde. Dans le groupe, il y a également le Japon, qui est sans doute l'équipe la plus abordable, mais je pense que le Japon pourra quand même compter sur ces deux joueurs NBA, Rui Hachimura et Yuta Watanabe. Et troisième adversaire du groupe, c'est la Lettonie, on s'en souvient, qui a battu la France au dernier mondial. Euh, Justement, ce dernier mondial était raté, hein, je crois qu'on ne peut pas dire autrement, on ne peut pas dire autre chose que presque un fiasco. Euh, Avec tout ça, est-ce que la France, on peut la considérer comme un outsider crédible au jeu, selon toi, Arlette? Je pense que oui, ça reste, même si effectivement la dernière Coupe du Monde, c'était voilà, à oublier. Voilà, dans son groupe là, elle devrait quand même sortir à la première ou deuxième place, on espère. Et après, tirage au sort, donc ça dépendra. Ils sont à domicile, ils ont quand même une bonne, en théorie, équipe. On verra qui sera retenu. Je pense que ça peut être considéré comme un outsider. Après, pour le titre, je ne pense pas, mais un outsider pour une médaille, oui. Effectivement, oui, pour le titre, je pense que tu penses aux États-Unis comme tout le monde. Il est vrai que les Américains vont envoyer une armada à Paris et donc ouais, s'avance comme immense favori. C'est simple, hein. Sur les 12 sélectionnés, il y en a 11 qui étaient All-Star en 2024 et le 12e en fait, c'est Jrue Holiday, meneur des Celtics, qui viennent d'ailleurs de devenir champion NBA. Lui n'était pas All-Star, mais en revanche, il vient de signer une campagne de playoff qui était brillante, hein, à l'image de celle de son équipe. Euh, un mot peut-être sur cette équipe américaine. Qu'est-ce qu'elle vous inspire? Est-ce que là, on a une des plus belles équipes américaines au jeu ou pas? On sait par exemple que sur les Coupes du Monde, bon, c'est pas forcément toujours les meilleurs qui sont sélectionnés. Là, en l'occurrence, ça fait peur. Ça fait peur, oui, parce qu'on sait qu'à chaque fois que les États-Unis sont venus le couteau entre les dents sur des Jeux olympiques, comme c'était le cas en 2008 par exemple, on sait comment ça a fini. Ça a fini par un titre. 2008, c'est l'exemple parfait, parce qu'ils avaient vécu une désillusion aux JO précédents. Ils avaient perdu la médaille d'or. Et là, on sort des derniers JO, euh, où ils ont été battus par la France en poule et quand même sérieusement menacés par la France en finale. Ils n'ont pas du tout été impériaux durant toute la compétition, alors qu'ils avaient quand même une équipe solide. Pas au niveau de celle qui va être présentée à Paris, mais l'équipe était quand même sacrément solide. Donc là, je pense que c'est pour déjà soigner le crépuscule de la carrière internationale de certains joueurs, LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant. Ils ne reverront sans doute pas Team USA après les Jeux Olympiques, selon moi, et aussi pour envoyer une certaine sorte de message, puisque, comme tu l'as dit, les deux dernières Coupes du Monde ont été très compliquées pour les États-Unis. Ils ne sont pas allés en finale les deux fois.
qui est sorti une fois par la France, une fois par l'Allemagne, et qui avait envoyé des équipes plus jeunes avec des All-Stars ou des All-Stars en puissance qui avaient vraiment du talent, mais il n'y avait pas cette alchimie et cette habitude des grands matchs que vont avoir la quasi-totalité des joueurs présents sur ces JO-là. Donc, logiquement, en toute logique, ça devrait pas être une promenade de santé. On n'est plus à l'époque de la Dream Team 92 qui massacrait tout le monde de 50 points, mais il y a une marge qui semble plus importante que sur les dernières compétitions. Il y a une marge, mais alors en face, il y a l'Allemagne également. L'Allemagne, qui est championne du monde en titre. Est-ce que tu la vois éventuellement capable de confirmer? Alors, effectivement, pour la victoire, à mon sens, ça risque d'être compliqué, mais à minima pour le podium. Je rappelle, avant de te laisser la parole, que les Allemands pourront compter sur Schröder, Dennis Schröder, le meneur des Nets, sur les frères Wagner d'Orlando, qui ont fait une très belle saison avec leur équipe, sur Daniel Theis, mais en revanche, il n'y aura pas de Isaiah Hartenstein, qui pourtant vient de faire une magnifique deuxième partie de saison avec les Knicks. Qu'est-ce que tu en penses du coup de cette équipe allemande? Le titre de l'Allemagne était assez impressionnant. Il y avait un rapport de circonstances, évidemment, comme on l'a dit, une équipe américaine moins impressionnante, dont on savait qu'elle était prenable. Euh, et le collectif allemand, avec un entraîneur, Ronen Herbert, très expérimenté, est arrivé vraiment au zénith pour viser cette compétition. Je pense que l'Allemagne visait vraiment les championnats du monde plus que les Jeux Olympiques parce qu'ils savaient que leur meilleure chance de titre était là, pas au JO. Ils vont sortir des poules. Je pense qu'ils peuvent aller jusqu'en demi-finale, mais je pense que ça s'arrêtera là. Maintenant, il n'y a plus d'effet de surprise pour eux. Et il va falloir surtout réussir à maintenir le niveau de performance qui était exceptionnel qu'ils avaient maintenu à la Coupe du Monde l'an dernier. Je pense que ce ne sera pas une mince affaire pour eux. Candidat certainement au podium, la troisième place, on n'irait pas plus loin. Effectivement, il y a plus d'effet de surprise. En revanche, on peut aussi se dire que derrière la coupe du monde, les Allemands ont confirmé en club. Alors là, je prends l'exemple des joueurs NBA, mais c'est vrai que Orlando avec les frères Wagner ont fait une très bonne saison. C'est le cas aussi de Schröder. Donc même s'il y a plus cet effet de surprise, euh, derrière, il y a quand même de la matière. Enfin, il y a eu confirmation. Après, je te rejoins sur ton constat. À titre personnel, je mise beaucoup d'espoir, enfin, je mets beaucoup d'espoir sur le Canada qui, là aussi, devrait emmener une équipe d'une densité folle. Évidemment, à commencer par Shai Gilgeous-Alexander, qui a été candidat cette saison au titre de MVP en NBA. On peut citer également R.J. Barrett, excellent également, Lu Dort à Oklahoma, Dylan Brooks, Jamal Murray qui n'était pas du voyage à la Coupe du Monde mais qui vient de signer sa meilleure saison en termes de moyenne de points avec 21 points. Je pense également à des gars ou à un gars en l'occurrence comme Kelly Olynyk qui a fait le travail depuis son arrivée aux Raptors en février. Enfin, bref, l'équipe du Canada, c'est peut-être la plus belle équipe qu'on ait jamais vue pour le Canada. À part ces trois équipes, donc à part l'Allemagne, les États-Unis et le Canada, on peut penser à la Serbie, à l'Espagne, à la Grèce ou à la Slovénie si elles se qualifient, l'Australie aussi éventuellement. Il y a beaucoup d'équipes d'outsiders. Arlette, est-ce que laquelle d'entre elles tu vois la plus à même de jouer les premiers rôles? C'est plus la même génération, mais je pense qu'on peut toujours compter sur l'Espagne. Bon, ils sont pas encore qualifiés, mais ils devraient sortir de leur tournoi de qualification. Et après, oui, je pense que ça peut être une équipe dangereuse. Seb, un mot, toi? Est-ce que tu t'es d'accord sur le cas de l'Espagne? T'en vois peut-être une autre aussi? L'Espagne, oui, parce que c'est une équipe qu'on peut jamais écarter. On a beau dire fin de génération, et c'est vrai que non plus n'ont pas réalisé une très bonne Coupe du Monde, mais ça reste une équipe qui était championne d'Europe il y a 2 ans, qu'on ne peut pas écarter. Moi, je pense que la, la Slovénie de Luka Doncic, il faudra qu'elle se qualifie, là aussi, comme l'Espagne, mais avec un leader revanchard d'avoir été battu en finale NBA. Et on rappelle que c'est une équipe qui est passée à 3 secondes de la finale olympique il y a 3 ans. Euh, Sérieux client pour moi. Un contre qui a fait le tour du monde et qui a fait notre bonheur également. Pour en revenir au bleu, Vincent Collet a convoqué 19 joueurs pour préparer les Jeux.
Cette liste, elle va être réduite à 12 début juillet. En plus des joueurs qu'on a cités, donc Gobert, Batum et Wembanyama, on y retrouve des habitués comme Elio Kobo, Andrew Albissi ou Vincent Poirier. On retrouve également de jeunes nouveaux comme Bilal Koulibaly, Ousmane Dieng aussi, des vétérans comme Evan Fournier ou des cadres en Europe comme Isaiah Cordigné qui sort d'une saison à presque 9 mois de moyenne en Euroleague. Il y a certains choix qui questionnent un petit peu plus comme Théo Malédon qui n'a que très peu joué avec Charlotte, comme Franck Ntilikina également qui sort d'une saison blanche. Il a été blessé au tibia et il a joué que 40 minutes sur la saison. Il a d'ailleurs été coupé par Charlotte en février. Ou Kylian Hayes qui a été coupé par Détroit qui est la pire équipe de la saison. Donc pour ces trois hommes, qu'est-ce que vous inspire leur sélection? Bah, pour l'instant, bon, c'est pas une sélection officielle, bien sûr, puisque la liste va devoir être réduite. Je pense qu'ils ont voulu donner le maximum d'options et voir vraiment, outre le fait que des mecs comme Kylian Hayes ou Ntilikina aient été coupés, c'est aussi le fait de voir si, pendant leur période en NBA, il y a eu quelque chose, de vraiment, intéressant, il y a eu une progression, et de voir s'ils pourraient apporter dans le groupe, sur un temps de jeu réduit, quelque chose de vraiment exceptionnel qui mériterait qu'on les prenne. Moi, je pense qu'ils ne seront pas dans le groupe. C'est trop compliqué de jouer avec le feu et de prendre des mecs qui n'ont pas joué en club depuis 3 mois, 4 mois, 6 mois. Euh, Peut-être qu'il y en a un qui aura la chance, et s'il y en a un, ça devrait être Ntilikina, parce qu'il a toujours fait ses preuves en équipe de France. Mais pour le reste, je ne pense pas que ça prendra des risques inconsidérés alors que la pression est énorme pour ramener une médaille sur ces jeux-là. Pour Nilikina, moi j'ai lu justement qu'il y a quelques jours qu'il s'entraînait, qu'à priori, en tout cas il se disait en bonne forme. Effectivement, Kylian Hayes, c'est plus compliqué. Il a eu l'occasion la saison dernière de suppléer Cade Cunningham sur sa blessure. Donc il a eu du temps de jeu en plus. Cette année, bon, bah, il n'a pas réellement confirmé, donc je te rejoins un petit peu. Arlette, tu veux peut-être rajouter quelque chose? Non, juste que je pense que, comme Seb, qu'effectivement, c'est un groupe élargi et que peu de chances qu'ils y aillent, mais que, contrairement à certaines dames, ils ont eu l'occasion au moins de faire partie d'un groupe élargi. Ouais, je vois à quoi tu fais référence, on va en parler juste après. Avant de passer justement à l'équipe féminine, hormis Thomas Hurtel qui n'a pas été sélectionné parce qu'il joue en Russie, est-ce que vous voyez d'autres grands absents dans cette liste? Non, personnellement, non. De Hurtel, on savait déjà qu'il s'était auto-exclu pour des raisons sur lesquelles on ne va pas revenir. Euh, la liste est largement fournie en ce que tout le monde pouvait attendre sur une liste préétablie. Maintenant, on attend les choix finaux. On va passer donc au basket féminin puisque Arlette a magnifiquement fait la transition. Les Bleus sortent d'une troisième place à l'Eurobasket l'été dernier, un podium aux airs de déception puisque l'objectif clairement annoncé c'était le titre. Sandrine Gruda n'avait d'ailleurs pas hésité à tacler le sélectionneur Jean-Aimé Toupane en arguant sa part de responsabilité dans cet échec. Coïncidence ou non, la Française, qui quand même, on le précise, compte 225 sélections, ne figurait pas, elle, dans la liste élargie annoncée par Toupane le mois dernier, ce à quoi tu faisais référence Arlette, pardon. Le sélectionneur déclarait justement avoir fait des choix relatifs à la performance et non à l'individu. Est-ce que toi, tu perçois cette décision comme un choix logique ou polémique, si on se réfère aux propos de Toupane? Je trouve que c'est un peu, voilà, une manière pas très classe de faire. Après, c'est pas du social, on n'est pas là pour faire des jubilés et cetera, mais je pense qu'elle pouvait encore avoir, un rôle dans cette équipe ou au moins voir ce que ça donnait sur des matchs de préparation pour la suite. C'est vrai qu'on peut se questionner sur la méthode. Hem, Sa place dans une liste élargie, je pense qu'elle se justifie tout à fait. Au contraire de Gruda, Marine Johannes était absente l'été dernier en raison d'une discorde entre la joueuse et la fédération. De mémoire, c'était au sujet d'un aller-retour aux États-Unis pour aller signer un contrat, enfin son contrat d'ailleurs avec les New York Liberty, équipe avec laquelle elle a terminé vice-championne de WNBA. Là, elle sera donc présente. Qu'est-ce que va apporter concrètement sa présence au groupe et au sein de l'équipe dans le collectif?
C'est plus une présence, rassurante, on va dire. Heu, on Tout le monde a vu ses exploits en WNBA, en WNBA, pardon. Elle a manqué à l'équipe de France clairement sur, le dernier championnat d'Europe où quand c'est les choses sont devenues tendues et quand l'équipe n'avait plus de solution offensive, on aurait bien eu besoin d'une Marine Johannes pour prendre des shoots compliqués ou pour attirer l'attention des défenseurs et créer des espaces. Je pense qu'avec le pouvoir d'attraction qu'elle a atteint par le biais de ses performances, c'est aussi ça qui est important. C'est pas seulement des qualités de shoot donc qu'elle a, c'est aussi qu'elle devient, de facto la meilleure joueuse de l'équipe, le centre d'attraction et qu'elle libère des espaces aux coéquipiers. Et en plus, mis à part ces 2 joueuses, qu'est-ce qu'on peut dire sur la sélection, sur la liste élargie qui a été annoncée? Qu'est-ce qu'elle vous inspire? Peut-être Arlette, je te laisse la parole en première. Oui, bah, après sinon il y a oui, il y a du beau monde. Moi, j quelques interrogations, pour Marine Fotou, elle revient de blessure. Comment enfin, a priori, elle revient bien, mais voilà, on va voir ce que ça donne. Sinon, je pense que le reste de la liste est enfin voilà, c'est assez cohérent et on verra sur ces matchs, pour voir qui va continuer jusqu'à Paris et qui va malheureusement quitter le groupe. Oui. Vas-y Seb. Oui, 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 tout à fait. L'autre point qui est important, c'est que beaucoup d'équipes de France, jeunes ont performé ces dernières années au niveau européen, voire mondial, sur les compétitions de jeunes et s les artisanes de ces performances commencent à être vraiment très présentes dans le groupe, France, comme Leïla Lacan, Carla Leite, Marie Pardon et Dominique Panunga. Heu, L'un des grands intérêts de la liste de 12, ce sera de savoir, à quel point ces jeunes pousses ont vraiment pris la place dans ce groupe France. Donc on va attendre cette liste, des 12. On va attendre également les matchs de préparation pour y voir plus clair, mais si on se projette un petit peu plus loin et qu'on s'imagine déjà lors du tournoi olympique, la France fera face au premier tour au Canada, au Nigeria et à l'Australie. Pour faire simple, que ce soit concret pour nos auditeurs, on aura une opposition face au troisième et quatrième de la dernière coupe du monde en 2022. Donc c'est un groupe qui est relevé. La qualification, elle est néanmoins abordable parce que le format le permet, c'est-à-dire que les 2 premiers et les 2 meilleurs troisièmes se qualifieront pour l'écart. En revanche, il faudra faire attention au piège néanmoins. Il va falloir assurer contre le Nigeria et dans le pire des cas, au moins gagner un des 2 matchs contre le Canada et l'Australie pour s'assurer un quart qui sera plus abordable et donc éviter notamment les États-Unis qui seront d'ailleurs, je crois, sans Caitlin Clark. Est-ce que, maintenant qu'on a dit ça, vous placez néanmoins la France parmi les favorites. Alors, hormis les USA, une fois de plus, hein, c'est vrai qu'il y a d'autres belles équipes qui se présentent. Où est-ce qu'on peut placer la France? Je dirais que la France, avec tous les soubresauts qu'il y a pu y avoir, en interne et tous les non-dits et tout ce qui a pu se passer, qui a un petit peu, fait baisser le niveau de l'équipe selon moi, heu, atteindre le dernier carré sera une très, très, très belle performance, pour moi. Arlette, un mot à dire? Ouais, je suis d'accord. Je pense que enfin, ouais, voilà, il y a plein de choses un peu autour, et comme on a dit, il y a aussi quand même pas mal de jeunes. Donc ouais, les demi-finales, ça peut être pas mal. La médaille, je sais pas. Après, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Et s'il fallait mettre une troisième équipe sur le podium? Alors, ou une quatrième, puisque vous n'êtes pas convaincu que la France fera une médaille. Vous verriez qui? La Chine, personnellement, qui a fait Oui. énormément de progrès et qui sera une très, très, très forte candidate, je pense, à une médaille olympique, voire à une finale. On les avait alors elle nous avait battus, mais on les avait battus également il y a peu de temps, il me semble. Là, je te dis ça de tête, peut-être que je me trompe, peut-être que tu peux confirmer ou pas. Non, elle nous avait battus effectivement, maintenant on n'était pas loin, d'une certaine façon, mais on les avait croisés, notamment il me semble à la coupe du monde, 2022 si je dis pas d'âneries. Mais il y a eu c'est une équipe qui est en progression vraiment fulgurante, heu, selon moi.
on les avait battues, mais une période de qualification, elles étaient venues, les mains dans les poches parce qu'elles étaient déjà qualifiées, donc ça a pas vraiment de valeur pour moi. Oui, oui, je viens de vérifier là, effectivement, c'était au TQO, 82-50 pour les Bleus en février dernier. En tout cas, on suivra ces 2 tournois avec attention. De l'attention, on en portera également sur la gymnastique artistique que nous allons aborder maintenant, où les Françaises auront quelques arguments à faire valoir. J'aimerais que l'on évoque tout d'abord le concours général par équipe, puisque la France reste sur une troisième place aux mondiaux, derrière les Américaines et les Brésiliennes l'an dernier, et également une troisième place au championnat d'Europe, c'était il y a un peu plus d'un mois et demi, derrière les Italiennes, qui viennent toutefois de perdre Asia D'Amato, et derrière les Britanniques également. Arlette, tu me corrigeras si je me trompe, mais je pense que si on ajoute la Chine, on tient là les principales équipes prétendantes au podium. Ouais, c'est ça, avec, la Grande-Bretagne aussi. Et alors, où est-ce que tu placerais la France? C'est souvent la même question qui revient, mais pour que ce soit un peu plus clair pour les auditeurs. France plutôt dans un top 5. Après, je vois les États-Unis, Brésil, Chine. Après pour le bronze, on peut justement penser à l'Italie, la Grande-Bretagne et la France. C'est un concours général justement aux mondiaux. Il y a plusieurs équipes qui ont connu des chutes. Contrairement à la France qui a pu enfin, qui a pu présenter un programme solide et donc se hisser à cette troisième place. Donc voilà, il y a toujours cette incertitude qu'on ne sait pas, mais sinon voilà, il y a quand même quatre équipes qui peuvent se battre peut-être pour le bronze, mais je vois quand même, les États-Unis et le Brésil, bien, devant. Et quels gymnastes tu verrais faire partie, enfin tu penses feront partie du collectif à Paris? Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a une gymnaste en moins par rapport au championnat du monde. C'est-à-dire qu'il y en a 4 aux Jeux et 5 aux mondiaux ou aux Europes. Il faut vérifier mes propos, mais peut-être que tu seras plus précise que moi là-dessus. Heu, non, elles seront 5 normalement. 5, d'accord, ok. Après oui, 5 sélectionnés, après, pour le concours, c'est toujours, enfin 4 sur, chaque rotation. D'accord. Et tu imagines quelle Française faire partie de l'équipe? Je pense qu'on a des noms qui Là qui reviennent, on va en parler en individuel, mais s'il fallait boucler le collectif? ouais, on a une shortlist de 8 filles qui sont sélectionnées pour, un match international début juillet. Bon, bah, je pense que Mélanie de Jesus dos Santos, enfin, sa place pour moi est garantie. Après, il y a des cadres écolières comme, Marine Boyer qui est la capitaine, Colline de Villars, Morgane Ossissek-Rémer qui est, quand même très régulière et une valeur sûre maintenant dans cette équipe. Et après, je pense que la c'est peut-être cette dernière place qui va se jouer, entre, les 4 autres filles, derrière. D'accord. Si on regarde maintenant un petit peu plus dans les compétitions individuelles, donc tu viens de citer plusieurs cartes pour la France. Bien sûr, Marine Boyer à la poutre, qui a été quatrième à Rio, troisième au championnat d'Europe cette année. Pauline de Villars, t'en as parlé, est double championne d'Europe au saut. Et Mélanie de Jesus dos Santos, cette année, c'est 3 victoires en Coupe du Monde. Parmi ces trois-là, déjà, laquelle te semble être la plus crédible? Alors, pour une finale, dans un premier temps, mais essayons de rêver un peu plus loin, pour un éventuel podium. Je pense qu'elles ont toutes, enfin les 3 que tu as citées peuvent, rentrer en finale si elles y sont. Après Mélanie de Jesus dos Santos, peut-être plus, sur, plus de finales justement, forcément. Les agrès et le concours général, quoi. Sur les agrès, d'accord. Et sur le concours général, le podium, tu le vois envisageable ou au contraire inatteignable? Parce que là, on va avoir une densité qui va être assez exceptionnelle. Compliqué, forcément compliqué, enfin il y a vraiment très, très beau monde devant et voilà des championnes aussi devant. Maintenant, elle a beaucoup travaillé dessus, elle a fait aussi un travail sur elle-même depuis ses dernières olympiades et même ses dernières compétitions, et même depuis les derniers mondiaux, elle a changé, encore pas mal de choses. Elle est à l'aise, je pense qu'elle vient aussi dans cette compétition avec un autre état d'esprit, donc
Voilà, je pense qu'elle a les capacités pour le faire. Maintenant, voilà, c'est sur une journée, on ne sait pas ce qui peut se passer, sur lesquels la grève va commencer. Aux mondiaux, elle avait débuté par une chute au barre asymétrique et donc voilà, c'était déjà on savait déjà que la médaille, n'était plus possible. Voilà, si elle fait des très beaux mouvements partout, pourquoi pas? Pourquoi pas aller chercher, cette médaille à domicile, dont elle rêve et dont elle parle, dans ses interviews aussi. Tu évoques le fait que les épreuves se tiendront à domicile. C'est une question que je voulais évoquer avec toi, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé dans ces podcasts, dans les épisodes précédents. Est-ce que tu penses que la gym, elle peut faire partie de ces sports où il existe ce fameux home advantage? Moi, j'ai le souvenir pour être allé à la Coupe du Monde à Paris plusieurs fois dans le passé, que les Français réussissaient bien justement sur cette épreuve. Qu'est-ce que tu en penses du fait d'évoluer devant un public qui va être acquis à la cause des Françaises et des Français, enfin et de Samira Saïd dont on va parler? Dans tous les cas, dans tous les sports, pas forcément pour la gym, je pense que ça peut être à double tranchant. C'est-à-dire ça peut, pour certains, être une grosse pression ou une trop grosse pression justement et pour d'autres, totalement les galvaniser. Donc je pense que c'est un peu, selon chacun. Maintenant pour la gym, comme tu dis, c'est vrai qu'à Paris, on le voit souvent, et puis même justement dans cette compétition par équipe, déjà elles, rien que dans l'équipe, on les voit toujours, être, enfin très solidaires entre elles, toujours s'encourager, chaque fois qu'il y en a une qui est sur un agrès. Aux mondiaux à Anvers, justement, c'était pas très loin de la France, il y avait quand même pas mal de supporters français et elles étaient déjà très très portées par le public. Donc moi, je pense que ça peut, avoir un effet positif, sur cette équipe et ouais, pour la gymnastique. D'accord, on va bien voir ça alors. Hem, une chose est sûre, c'est que Samir Aït Saïd, chez les hommes, aura bien besoin du soutien du public, pour rompre, alors la malédiction, je mets des guillemets sur ce mot, mais qui le suit aux Jeux olympiques. À Rio, on s'en souvient, il s'était grièvement blessé à la réception de son saut. À Tokyo, il terminait au pied du podium aux anneaux, son agrès de prédilection. Là, on le rappelle, il sera le seul homme qualifié après l'échec de l'équipe pour se qualifier sur le concours général par équipe. Il aura fort à faire néanmoins face aux Chinois, à commencer par Liu Yang, qui est champion du monde l'an dernier, ou Petronias, le grec, qui est champion olympique en 2016 et qui est vice-champion du monde en titre encore. Euh, les années passent, l'âge, on peut l'imaginer, se fait sentir. Malgré tout, si on regarde un petit peu sa saison, on voit qu'il a décroché son quota olympique sur les épreuves qualificatives, mais il faut quand même rappeler que les gymnastes dont l'équipe était déjà qualifiée n'étaient pas présents. Est-ce qu'on peut se dire que c'est l'année ou jamais? Et est-ce que on peut penser qu'il a encore ce qu'il faut pour finir sur le podium à Paris, après deux tentatives euh, ratées? J'aime pas dire ce mot, mais deux tentatives où il n'a pas fait de podium, quoi. Ouais, ça va être, très compliqué comme tu as cité 2 noms, mais lui, enfin, pour lui, il dit aussi que vraiment tous ceux qui seront aux JO sont des adversaires redoutables pour lui. Oui, je pense que c'est un peu, «l'année ou jamais» entre guillemets. Il fait une 4e place, bah, voilà, c'est 4e, c'est pas de médaille, mais c'est bah, c'est déjà quand même pas mal. Je pense il a les capacités, après, je pense qu'il peut encore le faire. Ça peut être compliqué, mais voilà et je pense aussi justement, comme on a dit du home advantage, lui, c'est quelque chose, aussi qui le porte vraiment. Il est là à dire limite que, il serait prêt à enfin, s'il pouvait échanger le fait d'avoir été porte-drapeau avec le fait de faire, de juste même concourir à Paris, il le ferait donc je pense qu'il est surmotivé comme jamais. Effectivement aux qualifications, il y avait pas forcément les meilleurs, mais il a fait des médailles, il a été régulier, il va changer aussi son approche un petit peu, justement durant ces JO pour, faire peut-être plus de place à la récupération après les qualifications donc voilà, moi j'aime bien être optimiste pour les Français et donc une surprise, pourquoi pas? Eh ben, tu as face à toi un optimiste et également, c'est pas toujours le cas sur ces podcasts, mais je l'espère également. Pour terminer, alors on entend souvent parler de Simone Biles. Toi, Arlette, quels seront les autres gymnastes à suivre cet été? Est-ce que s'il fallait citer peut-être
un, 2 ou 3 noms vers qui tu te dirigerais? Homme ou femme, peu importe. Ouais, je vais partir plus sur les femmes du coup. Bon, bah, oui, tu l'as dit, Simone Biles, je pense que voilà, on n'est plus à la présenter et forcément, ce sera surtout tout ce qu'elle va présenter, ce sera super beau à voir, j'espère et je pense. Après, côté français, bah, justement, on parlait un peu des quali de qui on voyait dans l'équipe. Si jamais, on sait jamais, si elle arrive à rentrer dans cette équipe, moi je pensais à Julia Forestier, qui s'est arrêtée pendant, quelques années. Voilà, on sait qu'avec la fédération, il y a eu des problèmes, donc elle a arrêté la gym. Elle a repris l'été dernier et là, au championnat de France, elle fait 5e du concours général, avec 2 chutes. Donc sinon, sans ça, je pense qu'elle pouvait facilement monter sur le podium à la 2e ou 3e place. Elle est 3e au sol aussi. C'est une gymnastique très, voilà, très gracieuse, qui aime donner de l'émotion. Donc je pense que si elle arrivait à aller aux Jeux olympiques, ouais, ce serait intéressant de la suivre. Donc ça, c'est pour les Françaises. Et après, une autre, c'est Kylian Eymour, Algérie, franco-algérienne. Pareil, il y a eu des problèmes avec la fédération française, mais donc voilà, elle, elle a fait une médaille justement au championnat du monde, la première re pour l'Algérie. C'est juste, elle a été battue par la chinoise au barre asymétrique, mais sinon, voilà, c'est une outsider, plus que crédible pour, la médaille à cet agrès-là, mais également, pourquoi pas, à la poutre et au sol, on ne sait jamais. Elle a donné son nom à une figure, l'année dernière aussi, justement, au championnat d'Afrique. Donc voilà, je pense qu'elle aussi, ça pourrait être intéressant de la suivre. Merci à toi Arlette pour toutes ces précisions. On espère donc que nos Françaises et Samira El Saïd seront prêts pour le combat face à une redoutable concurrence. Des combats, on en espère le plus possible pour nos boxeurs et boxeuses afin de les retrouver sur le cours Philippe Chatrier à Roland-Garros. On le rappelle, les tournois dans chacune des 14 catégories, hommes et femmes confondus, se dérouleront à Villepinte, dans le nord de Paris, avant donc des demi et des finales à la porte d'Auteuil dans un cadre d'exception. Les Français ont de quoi nourrir certaines ambitions. On peut commencer bien sûr par Sofiane Oumia qui est vice-champion olympique en 2016 avec la team Solide, on s'en souvient, et triple champion du monde amateur, vainqueur des Jeux européens l'été dernier en Pologne, à Cracovie. Euh, il a fait entre-temps ses débuts dans la boxe professionnelle, mais là il remettra les gants en amateur pour décrocher donc le seul titre qui lui manque. La délégation française est d'ailleurs partie en stage en Colombie l'hiver dernier pour préparer ces Jeux. Elle comportera d'autres très belles cartes, à commencer par Makan Traoré et Bilal Benama chez les hommes, ainsi que Amina Zidani et puis bien sûr Estelle Mosley, championne olympique en 2016. Et je crois ne pas me tromper en disant qu'elle est candidate porte-drapeau. Parmi ces 5 noms, pour commencer déjà, lesquels vous paraissent les plus à même de monter sur le podium? Sofiane Oumia, bien évidemment. Sofiane Oumia est le leader de l'équipe de France. Je pense que j'invente rien quand je dis ça, qui est logique en tant que triple champion du monde amateur. Mais c'est surtout, de ce qu'on en a vu, quelqu'un qui sait préparer ses objectifs. Il sait arriver en forme au bon moment, qui a rien loupé en termes d'objectifs sur ces dernières années et qui, ce serait une ça fait partie de ces athlètes français qui vont arriver au jeu et s'il prend pas l'or, même s'il prend l'argent, le bronze, ce serait une immense déception. Pour lui, c'est clairement, je pense, le seul boxeur, en tout cas dans la sélection, qui est vraiment dans ce cadre-là. Les autres, Bilal Benama notamment, qui a eu des bons résultats effectivement au niveau mondial, et Hamida Zidani sont de belles cartes pour qui une médaille serait un résultat logique et un titre serait un superbe accomplissement. Tu parlais d'une immense déception en cas de médaille d'argent ou de médaille de bronze. Je pense qu'il va aussi avoir à cœur de laver justement la déception de Tokyo, où il avait été éliminé très très tôt dans le tournoi. Je crois que c'était en huitième de finale de mémoire. Et puis là, en plus, devant un public français, j'espère que ça le motivera. Les Bleus compteront également sur Djamili Aboudou en plus de 92 kilos chez les hommes, sur Vassila Kadiri pardon, en moins de 50 kilos et Davina Michel en moins de 75 kilos chez les femmes.
Et d'ailleurs, Davina Michel était médaillée de bronze mondial en 2022. Évidemment, on parle des amateurs là. Comment tu évalues leurs chances à ces trois-là? Là, on a parlé des 5 piliers, on va dire, mais il y a 3 autres cartes. Ce sera plus compliqué, on va dire. Damien Michel est certainement dans une catégorie qui est un peu plus concurrentielle, je pense. Elle aura peut-être sans doute du mal à tirer son épingle du jeu. Je pense que c'est la même chose pour Jamil Aboudou. Les poids lourds, ça reste quand même la catégorie la plus attendue euh, des Jeux Olympiques, hein. Je pense que c'est une évidence. Et ça va être compliqué, je pense, pour lui de se faire une place. Maintenant, en ce qui concerne Wassila Lagdari, par exemple, je mettrais plus facilement une pièce sur elle pour une vraie surprise, on va dire. Autant on attend, comme on a dit, beaucoup d'Oumia, de Benama, de Zidane, de Mosley, ce qui est logique. Je mettrais une pièce pour une vraie surprise de Wassila Lagdari, à mon avis, selon moi, sur les moins de 50 kilos. Une catégorie qui est plutôt récente, peut-être moins concurrentielle, où elle a peut-être plus de chances de tirer son épingle du jeu. Personnellement, donc j'entends ce que tu dis. Si je reviens sur les 5 que j'ai cités précédemment, j'évoquais, Makan Traoré il y a quelques instants et c'est vrai que moi je le vois bien capable de nous sortir quelque chose de beau. Pour sa part, il concourt dans une catégorie qui comporte de nombreux prétendants, mais je me dis qu'il a quand même les moyens de tirer son épingle du jeu. Heu, Malgré tout, voilà, ce sera pas facile, hein. Il faudra veiller sur les 2 qui seront, à mon sens, les plus redoutables. Le Serbe Abbasov et puis Roniel Iglesias, la légende cubaine qui, accrochez-vous, se dirige vers ses 5e Jeux et qui est double champion olympique. Et je crois également, en préparant le podcast, j'avais vu ça, sur ces 4 Jeux, il y a une seule édition où il n'a pas été médaillé. C'est dire en fait l'importance de ce monsieur dans la boxe amateur. Euh, donc on a quand même quelques cartes qui peuvent nous surprendre. Toi, tu vois une femme, moi je vois un homme, j'espère qu'il y en aura d'autres. Ce qui me permet de faire la transition avec le prochain point que je voulais aborder avec vous, c'est-à-dire faire un petit parallèle, je ne sais pas si c'est le lieu, le moment, mais avec Rio, on se rappelle que la Team Solid avait réalisé une campagne qui était phénoménale, 6 médailles sur 6 engagés. Vraisemblablement, ce sera impossible de faire aussi bien, mais en revanche, il serait extrêmement décevant de faire aussi mal qu'à Tokyo. Tokyo, c'était 5 engagés, 0 médaille. Euh, Personnellement, je tablerais sur 3 à 4 médailles. Donc, Sofiane Oumia, t'en as bien parlé, Bilal Benama, et puis ensuite à voir entre Makan Traoré, Amina Zidani et Estelle Mosley pour un retour au premier plan. Euh, Toi, Seb, et puis toi, Arlette, à partir de quel bilan est-ce que vous estimeriez que les Bleus auront réussi leur jeu? En termes de bilan, je pense que 3 médailles, 3 médailles, ça voudrait dire que les vrais leaders, euh, ceux dont on attend vraiment quelque chose, on peut vraiment dégager 3 noms, même si, voire 4, éventuellement. Benama, Oumiya, Zidani et Estelle Mosley. Euh, Si ces 4-là tiennent leur rang, les jeux seront réussis et n'importe quelle éventuelle médaille d'une autre, comme on a cité Maka Traoré et aussi la Lagdari, euh, sera une bonne surprise, sera une sorte de cerise sur le gâteau, selon moi. Entre 3 et 4 médailles, je pense que c'est le bon niveau pour dire que les jeux sont réussis. Ne pas se borner à comparer avec Rio, où on avait une équipe extrêmement forte et où finalement il y a 6 médailles. Mais est-ce qu'il y a vraiment une médaille surprise dans les 6 médailles? Peut-être celle de Mathieu Bauderlic à l'époque et encore. Donc, pour moi, il ne faut pas faire de comparatif avec ça. Entre 3 et 4 médailles, les jeux seront réussis pour le boxeur français. Valide, Arlette? Ouais, je suis d'accord. Moi, en voyant les noms, je me disais 3 médailles, ce sera un bon bilan. Eh bien, on va toucher du bois. Pour finir sur la boxe, j'aimerais qu'on dise un mot sur la place justement de ce sport aux Jeux Olympiques, au programme olympique. On en entend très souvent parler, mais davantage pour les scandales que pour les performances sportives, c'est assez dommage. Rappelez-vous notamment les larmes d'Alexis Vastine en 2008 et en 2012, ou même plus récemment à Tokyo, la rage de Mourad Aliev
avait été disqualifié. Des scandales qui mettent en péril l'avenir de la boxe dans le programme olympique. On ne sait pas ce qu'il en sera. Vos avis là-dessus? Bah, il faut savoir déjà que dans un premier temps, la boxe n'est pour l'instant toujours pas au programme des Jeux olympiques de Los Angeles. Donc, il y a eu beaucoup d'escarmouches avec les différentes fédérations. La boxe, c'est un sport compliqué à suivre. Il y a beaucoup de fédérations. Et en ce qui concerne l'IBA, la fédération de boxe amateur, on sait qu'il y a eu beaucoup d'opacité, de pseudo-scandales qui ont chuté. Et ça a poussé le comité international olympique à mettre un petit peu sous tutelle cette fédération et à retarder son inscription au programme olympique. Les scandales dans la boxe amateur et les scandales aux Jeux olympiques, nous, on a vécu ça, donc, comme tu l'as dit, avec les deux injustices, entre guillemets, dont a été victime Alexis Vastine. Il faut savoir que ça remonte à bien plus loin, hein, pour les anciens, Roy Jones à Séoul, par exemple. Et même avant ça, c'est un sport qui a toujours été contesté. Et je pense que c'est aussi une volonté du CIO peut-être de le faire disparaître pour faire disparaître avec tous les scandales que ça a pu amener. C'est fou quand même de se dire que là, on est en 2024, dans 4 ans, il y a une nouvelle édition des Jeux et on n'est même pas fixé sur le sort d'un sport. Ça me je trouve ça assez dingue. Euh, on verra ce qu'il en sera effectivement. Arlette, un mot pour terminer sur la boxe, sur ce qu'on vient d'aborder ou pas? Non, c'est vrai que, enfin, je me demandais justement un petit peu où est-ce que ça en était parce que même, par rapport à la réintégration des athlètes, russes et biélorusses, je sais qu'il y avait eu des compétitions en parallèle qui étaient organisées pour les qualifications justement pour ces JO. Donc voilà, les sports à notes, c'est toujours très compliqué. La boxe, j'ai l'impression que c'est fois 10 aux JO, en tout cas, vu que c'est peut-être la plus grosse vitrine qu'on a à chaque fois et que malheureusement, il y a pas une édition où on voit pas, un combat ou 2 combats, toujours notés un petit peu, voilà, bizarrement. Donc non, je sais pas, est-ce que ça doit rester au programme, est-ce que pas? Après c'est oui, comment aussi, le travail à faire au niveau, de toute l'organisation, des juges et cetera. Mais comme tu dis, c'est triste que de ne pas savoir à 4 ans, de la prochaine édition, ce qu'il en est et de voir tout ce qu'il y a autour aussi, au niveau, des fédérations. En tout cas, les Jeux 2028, on aura l'occasion de traiter les différents sports dans les podcasts dans 4 ans, mais on aura des nouveaux sports assez novateurs. Le flag football, enfin novateur dans le programme olympique, la crosse, ou même le remplacement de l'épreuve d'équitation au pentathlon, a priori. On en parlera quand on évoquera le pentathlon. Merci à vous pour cette page sur la boxe. Une chose est certaine, c'est que des scandales d'arbitrage, il y en aura sans doute moins au pied de la Tour Eiffel pour les épreuves de beach volley. Chez les hommes, 2 paires sont qualifiées, même si l'identité des volleyeurs reste encore incertaine à l'heure où on enregistre. Seb, je te laisse expliquer pourquoi. Alors, il y a 24 paires qualifiées par tournoi pour les Jeux olympiques, 24 paires masculines, 24 paires féminines. Et on pouvait prétendre à un maximum 2 paires par tournoi. Les 2 paires féminines sont validées désormais. Et en ce qui concerne les hommes, la Coupe des Nations européennes faisait office de tournoi de qualification olympique le week-end dernier en Turquie. Et la France est sortie gagnante de cette compétition et a raflé donc un deuxième quota olympique après une énorme compétition conclue au bout du bout, au Golden Set, ce qu'on appelle de la finale. Euh, donc maintenant, on sait officiellement qu'on aura 2 paires par, euh, par tournoi et les sélections, les noms des sélectionnés ne devraient pas tarder. Alors, on peut, je pense, affirmer toutefois que Arnaud Gauthiera sera au rendez-vous. Lui qui a été artisan de la victoire dont tu évoquais, enfin que tu évoquais le week-end dernier en Coupe des Nations avec Théo Rotard qui figure à la 35e place au classement mondial avec Youssef Krou. Donc Théo Rotard a remplacé Youssef Krou qui était blessé. Les deux sont actuellement à la peine sur le circuit mondial en raison de nombreux pépins physiques. Mais en fait, ils ont quand même montré la qualité de leur association par le passé. Euh, Ensemble, c'est notamment une victoire sur l'Elite 16 à Torquay en Australie fin 2022. Alors ça parle peut-être pas, mais c'est le plus haut niveau de compétition sur le circuit mondial.
Là, Youssef Krou était donc préservé en raison d'une inflammation au poignet. Gauthiera, en interview, semblait croire en ses chances il y a quelques jours. Il expliquait, je lisais ça chez un confrère, que son association avec Youssef Krou avait déjà battu à 9 reprises des pairs qui figuraient dans le top 18 qualificatif. Qu'est-ce que ça te fait penser, cette affirmation? Est-ce que tu es aussi optimiste que lui ou est-ce que tu as des réserves? Non, je suis pas aussi optimiste que lui. Donc pour préciser, Youssef Krou a été, forfait pour, cette Coupe des Nations qui a eu lieu le week-end dernier, en raison d'une inflammation au poignet. Ce qui a forcé, la fédération à aligner Théo Rotard, qui venait d'être, médaillé de bronze au championnat d'Europe U22 avec Arthur Canet, qui sont donc une paire qui a été, multimédaillée dans les compétitions de jeunes. Pour sauver la patrie et aligner 2 paires concurrentielles, sur cette compétition. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que Youssef Prou, déjà l'été dernier, lors d'une compétition élite à Montréal, était également blessé et avait donc dû, arrêter le tournoi en plein milieu. Ça commence à faire un petit peu beaucoup. Est-ce que, c'est peut-être intrinsèquement la meilleure paire française masculine? On peut le dire, c'est pas anodin. Mais est-ce que le comité de sélection va prendre ce risque-là? Je ne sais pas vraiment pour l'instant. On attend des nouvelles sur l'évolution de la blessure déjà pour commencer et on va voir ce qu'il en est. À savoir que, je vais peut-être anticiper ta prochaine question, mais il y a clairement 3 paires françaises pour 2 places chez les hommes. La paire, Youssef Kouar, Arnaud Gauthiera que tu as nommé. La paire dont j'ai parlé, Théo Rotard, Arthur Canet, qui a été, championne du monde U19, championne d'Europe U20 notamment, et qui est programmée notamment un peu pour les Jeux. Et la paire, Basson-Linel, qui lutte aussi, dans les mêmes eaux que Krou Gauthiera, en termes de classement et en termes de performance. Donc il va être très compliqué, je pense, de départager entre ces 3 paires. Je partais du principe que la paire Krug-Gotira allait être sélectionnée de par son statut de meilleure paire française et qu'ensuite il faudrait choisir entre Basrolinel et Canet-Rotard. Euh, Après, toi, tu parais plus pessimiste que ça. Ça voudrait dire que si jamais la fédération ne prend pas le risque d'envoyer Youssef Krou, on se retrouverait donc avec les deux paires qu'on a eu le week-end dernier sur la Nations Cup, c'est-à-dire Gauthiera, euh, Rotard et Basse-Rolinel. C'est assez, ça peut paraître pertinent également, mais quid du coéquipier habituellement de Théo Rotard? Ça peut paraître injuste aussi, non? Voilà le problème majeur, je veux dire, ça serait injuste de toute façon. S'il s'avère que la blessure que Youssef Krou était bien plus grave que prévu et qu'ils doivent déclarer forfait, ce serait injuste de toute façon parce que soit on choisit la logique, on envoie la paire Canet-Rotard qui fonctionne ensemble depuis 5 ans et qui a donc des réflexes, une connaissance. Il est vrai que, Arnaud Gauthier a déclaré notamment chez un confrère que l'association avec Canet est tombée sous le sens parce qu'il jouait au même poste que Gauthierou, parce que oui, il y a des postes au beach volley. Et donc, ça avait été facile de se lier, de faire quelque chose de cohérent, de faire une vraie performance. Mais quoi qu'il en soit, ce serait un petit peu injuste forcément pour Arthur Canet, qui donc travaille depuis 5 ans avec Théo Rotard pour avoir une chance. Et s'il sélectionnait la paire Canet-Rotard, ce serait bien évidemment injuste pour Arnaud Gutierrez, qui a beaucoup œuvré sur le circuit mondial pour essayer de décrocher sa place et qui se retrouverait prisonnier du fait de la blessure de son coéquipier. Donc je pense que ça fait partie de ces sélections qui vont faire parler, quoi qu'il arrive, je pense. Je ne sais pas si la fédération a pris un risque sur le moment parce qu'elle a été mise au pied du mur pour cette Coupe des Nations. Et le risque a été payant. Mais les Jeux Olympiques, c'est pas la Coupe des Nations. Est-ce qu'ils vont prendre ce risque-là pour les Jeux Olympiques en sachant que décrocher une médaille sera très compliqué, mais si on veut maximiser les chances, quelle est la meilleure solution? On va scruter la sélection de près. Je pense qu'elle va être annoncée prochainement parce que le processus de qualification est achevé. La date limite était le 10 juin pour la qualification via le classement mondial, le classement olympique. Et mis à part la Coupe des Nations le week-end dernier qui était,
fait, qui était une étape à part dans le processus de qualification. En tout cas, là, tous les tournois qui pourraient se dérouler actuellement ne comptent plus, ne sont plus pris en compte dans le classement qui détermine les paires qualifiées. Euh, pour qu'on soit bien clair, la France, elle enverra deux paires, l'une qui, qui est en fait liée au statut de pays hôte de la France et la deuxième grâce à la Coupe des Nations. Mais la France n'a qualifié aucune paire via le classement mondial, classement olympique. Donc, au contraire, les femmes, c'est l'inverse. Les femmes ont qualifié une paire grâce au classement mondial. Donc là, je pense qu'il est a priori certain que les espoirs français reposeront sur Alexia Richard et les Anna Placette. Euh, Parlons-en d'ailleurs. Où est-ce que tu places déjà cette paire dans la hiérarchie mondiale? Et d'ailleurs, on a également une deuxième paire, je te laisserai en parler, vas-y. Alors oui, donc pour clarifier ce que tu dis, effectivement, la paire, des Anna Placette Alessia Richard s'est qualifiée via le classement mondial, ce qui n'est pas le cas des hommes. Donc ce qui fait que chez les hommes, pour conclure ce que je disais tout à l'heure, personne n'est indiscutable et personne n'est certain d'être qualifié. C'est un gros détail qui aura son importance. Maintenant pour les femmes, la paire donc, Placette Richard s'est qualifiée via le classement mondial avec une 14e place, donc ce qui fait qu'elles sont proches de l'élite. Et qu'il n'y a aucun suspense effectivement sur leur qualification, puisque c'est elles qui sont allées chercher le quota, et que surtout, c'est de loin, largement, la meilleure paire française. Il n'y aura aucun suspense. La liste n'est pas annoncée, encore une fois. Il n'y a aucun suspense sur leur présence, sauf blessure. Comme tu dis, on a deux paires qualifiées chez les femmes aussi. Il y aura, je pense pas non plus qu'il y aura un énorme suspense. La paire composée de Clémence Vira et Aline Chameau, qui bourlingue un peu sur le circuit mondial avec moins de succès que la paire Placette Richard, est quand même en grande pole position pour prendre le deuxième ticket. Il n'y a pas énormément de paires qui peuvent y prétendre. Alors, on peut penser à Saofé Duval et Roman Sobezals, qui ont été en bronze à l'Euro 18 l'année dernière, mais qui sont sans doute encore un peu tendres pour ce genre de défi. Donc je pense qu'il n'y aura pas vraiment de suspense pour le choix des paires chez les femmes en tout cas. Mais a priori, le comité de sélection se fera moins de nœuds au cerveau du côté des femmes. Pour terminer, peut-être un dernier mot sur le format aux Jeux olympiques? Le format, alors, puisqu'on est en plein Euro de football, le format est exactement celui de l'Euro de football. 24 paires, 6 poules de 4, les 2 premiers qualifiés et les 4 meilleurs troisièmes pour des huitièmes de finale, pour ouvrir sur un tableau à élimination directe, tout simplement. C'est ce qu'il y a de plus simple et c'est une formule, je pense, qui laissera un maximum de chance aux paires françaises de toutes sortir des poules. Rien de plus simple, donc merci à toi. On l'a compris, une médaille sur le beach serait donc un authentique exploit cet été, hein. On espère néanmoins que les sports que nous vous avons présentés aujourd'hui apporteront leur lot de satisfaction aux supporters français. Pour notre part, nous vous disons à la semaine prochaine, avec encore une fois un programme dense, puisque nous parlerons natation, étant donné que les championnats de France se déroulaient il y a très peu de temps. Nous aborderons également le volleyball, la gymnastique rythmique, le trampoline et l'haltérophilie. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait et à nous partager vos retours sur ce podcast et son contenu. Salut à tout le monde!